Amis réfractaires, bonsoir. Aujourd'hui, bonne nouvelle, le nouveau monde diplomatique est arrivé et avec lui, son lot d'articles qui sont léchés aux petits oignons. Une édition très riche qui approfondit de nombreux sujets qui n'ont été qu'effleurés dans les vidéos du Canard, notamment concernant le Mali, le Liban et la Biélorussie qui ont droit chacun à une double page. Une très bonne façon de continuer nos réflexions après la vidéo sur la révolution citoyenne qui restait évidemment bien trop imparfaite pour se suffire à elle-même. Ça parle aussi des États-Unis, des assurances françaises, du rôle de la publicité et de la marchandise dans nos sociétés, de la bataille géopolitique de la 5G, du conflit entre la Chine et l'Inde et de la liberté d'expression à l'heure des condamnations morales et médiatiques. Et encore, je n'ai pas tout cité. Les sujets sont nombreux, vastes, avec un angle analytique, critique et hors de la pensée dominante. Bref, c'est le retour du journal qui nous prend pour des gens intelligents et qui nous rend intelligents. Donc petit conseil du jour, si t'as l'occasion, achète-le, lis-le et passe-le à un copain parce que ce numéro d'octobre, vraiment, il vaut le coup. Et évidemment, ce sera l'occasion au Canard de faire pas mal de vidéos sur ces sujets et on va commencer aujourd'hui avec un court mais très intéressant article qui nous raconte finalement une belle histoire. Le 20 octobre 2019 au soir, la Bolivie est sous tension. Evo Morales, en place depuis 14 ans, est en première position pour gagner l'élection présidentielle. À 22 h, les résultats quasi complets tombent, il y aura un second tour entre les deux principaux candidats. Mais le lendemain matin, après le dépouillement total, le président dépasse les 40% et devant son concurrent de 10,5%, ce qui lui permet, d'après la constitution bolivienne, d'être élu dès le premier tour. Un vent favorable dur à justifier pour une institution indépendante qui sonne alors l'alerte. Des cas de fraude ont été repérés et par un calcul statistique, l'observatoire prouve qu'il y a eu une tricherie. Et c'est à ce moment précis que rentre le protagoniste de l'histoire, la presse qui va s'emparer de l'affaire. Charlie Hebdo affirme que l'État bolivien a choisi de truander ses résultats, de même pour le Washington Post, pour qui Morales a décidé de falsifier les résultats pour s'offrir une victoire au premier tour. Le New York Times accuse le président d'avoir eu recours au mensonge, à la manipulation et à la falsification pour assurer ses résultats. Le Monde partage aussi cette opinion, rajoutant qu'il s'agit là d'un autre aspect d'une dérive autoritaire du pouvoir qui a noyauté la commission électorale pour truquer le jeu démocratique. Du coup, forcément dans ces conditions, c'est pas étonnant que Morales il a été élu dès le premier tour. Et ça, évidemment, les Boliviens ils s'en rendent compte et ça provoque un grand mouvement de contestation. Le plus grand syndicat ouvrier finit par lâcher le président, le chef de l'armée demande à Morales d'abandonner le pouvoir au nom de la stabilité du pays, et le Parlement nomme une présidente qui était alors sénatrice. Le président finira donc par démissionner et partira en exil au Mexique. Réaction de la presse française, Morales a démissionné de son poste suite aux contestations populaires qui voulaient dégager une dictature ambitieuse, orgueilleuse et victime de son refus de lâcher le pouvoir. Bref, c'est l'histoire d'une belle révolution démocratique et pacifique. Il devient donc le symbole de la dérive populiste sud-américaine qui finit par priver le peuple de son pouvoir. Mediapart, Politis, France Inter, Le Monde, France Culture, Le Figaro, tous les médias et même ceux de gauche dénoncent Evo Morales et soutiennent le nouveau pouvoir au nom de la démocratie et du peuple bolivarien. Sauf que, petit détail, l'étude qui prouvait soi-disant que Morales avait truqué les élections de manière statistique, cette étude, elle était bidon. Voilà, ce qui change pas mal de choses quand même. Le New York Times, qui avait pourtant participé à cet événement médiatique, a vérifié la validité de ce document. Ce qui était une très bonne idée auprès d'experts de statistiques, tout ça. Ils ont pu relever des fautes d'analyse qui, une fois corrigées, transformaient totalement l'étude. Il n'y a en réalité aucune preuve tangible de fraude. Rien du tout. L'organisation à l'origine de cette étude, elle n'est pas indépendante du tout. C'est l'organisation des États américains qui est souvent critiquée pour collusion avec les États-Unis. Son poste, c'est à Washington. Et évidemment, les États-Unis, ils ont toujours là les révolutions socialistes qui ont été amorcées dans les années 2000 par Chavez. À noter aussi que le président de l'organisation là en Bolivie, il a démissionné une semaine après tout ce bordel-là, parce que une semaine avant ce bordel-là, il avait tweeté en disant et en critiquant ouvertement, largement et sans preuve le président Morales. Ce qui fait que le président d'une organisation soi-disant indépendante est en fait un militant politique. Sauf qu'aucun éditocrate et aucun journaliste n'a remis en cause ce document. À Libération, ils ont même avoué qu'ils ne l'avaient pas lu. Ils ont juste relayé une information qui pour eux était tellement vraisemblable qu'elle devait forcément être vraie. Autre déni à France Inter où on affirmait qu'il s'agissait d'une armée constitutionnelle et qu'il s'agissait pas du tout d'un coup d'État. Alors oui, c'est pas un coup d'État avec des tanks et des militaires, mais ça reste quand même une prise illégitime du pouvoir face à un pouvoir qui était lui légitime puisqu'il avait gagné les élections, en plus de ça largement, et on n'a pas de preuve encore aujourd'hui comme quoi il aurait truqué ces élections. Donc si tu renverses ce pouvoir-là pour en mettre un autre, c'est ce qu'on appelle un coup d'État. Plus soft qu'un coup d'État militaire, mais un coup d'État quand même. Alors forcément, tout ça c'est plus complexe qu'une simple histoire d'études. Et s'il y a eu un coup d'État en Bolivie, c'est aussi pour d'autres raisons qui sont sociales, qui sont culturelles, qui sont historiques et qui n'ont rien à voir avec cette étude. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le traitement médiatique qui a été fait à partir de cette étude-là.
Un autre souci, c'est que la correspondante qui travaille là-bas pour Mediapart, elle travaille aussi pour Radio France Internationale, pour France Info, pour Le Figaro et pour d'autres médias. Ce qui fait que globalement tout le monde s'informait à travers une seule et même personne qui refusait le terme coup d'État car il est utilisé par des gens trop à gauche pour elle. Elle a donc préféré relayer les scènes de joie des rues de Bolivie, ce qui tronque forcément un petit peu l'information. Et après les révélations du New York Times qui ont, eux, osé se remettre en cause, tu as certains médias français, les plus populaires notamment, qui, eux, font pas forcément accepter le fait qu'ils se soient trompés. Le Figaro estime qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État vu que personne n'est allé chercher Morales dans son palais. Le Monde dit qu'il s'agit d'un mot qui bloque la pensée quand Libération a essayé d'analyser la contre-étude de New York Times, mais qu'il faut d'y arriver, ils ont dû abandonner sans avoir l'idée de déléguer ça à des professionnels. Mais la médaille d'or revient à un article de Politis qui affirme qu'il importe peu en réalité que les preuves de fraude soient minces. Voilà. Et l'article reproche aussi au président une affaire qui date de plus de 10 ans, sous-entendu de toute façon le président a perdu sa légitimité. Une légitimité donc qu'il n'a pas retrouvée un mois précédemment l'article, où il a gagné une élection à plus de 40% dès le premier tour. Sans fraude constatée évidemment. L'article du Diplo finit avec France Inter qui avait conclu un édito à l'époque sur la Bolivie avec ces mots « On aura largement l'occasion d'y revenir ». Une formule agréable certes, mais qui n'a bien sûr pas été suivie des faits. Cette histoire, elle nous apprend au moins 4 trucs. Bon, déjà de 1, le fait que tu as des correspondants qui en fait travaillent pour plusieurs médias, ce qui fait que là, pour le cas concret de la Bolivie, tu avais une personne qui servait la soupe à plein de médias, ce qui fait que quand tu regardes tous ces médias et que tu recoupes les sources, tu te dis « Ah mais oui, si, il y a lui qui parle de la même chose, c'est que c'est vrai ». Sauf que ça, c'est une illusion de la pluralité parce que tout dépend d'une seule personne qui parfois a un avis très partial. 2. L'entêtement de certains éditocrates français qui refusent d'admettre leurs erreurs lorsqu'ils foncent tête baissée dans une information qui est peu fiable. Surtout que là, ça concerne quand même un coup d'État en Bolivie, quoi. C'est pas un petit sujet sportif à la con. Alors évidemment, c'est possible de faire des erreurs, mais la moindre des choses, c'est de faire un mea culpa, ce que beaucoup n'ont pas fait. 3. Le fait que la machine médiatique peut s'emballer sur des sujets et se laisser manipuler par des rapports qui sont bidons pour servir des intérêts politiques bien déterminés. Ce qui fait qu'au lieu d'être des observateurs, ils deviennent des acteurs et souvent, c'est pas forcément pour des choses qui sont très réglo quand même. Parce qu'on est d'accord, ce qui s'est passé aujourd'hui en Bolivie, ça s'est passé d'une façon différente au Venezuela, mais aussi en Irak ou en Syrie par exemple. Et quatrièmement, l'importance de la narrative bourgeoise. Ce truc-là, c'est la manière dont la bourgeoisie prend en considération certains événements et pas d'autres pour raconter une histoire qui forcément sert ses intérêts. Du genre un président issu des révolutions socialistes sud-américaines qui devient quelqu'un qui prive le peuple de son pouvoir, qui truque les élections, tout ça pour des questions d'ego, prouvant de cette façon que personne n'est parfait et que vaut mieux quelqu'un qui soit un peu mou comme ça que quelqu'un qui revendique beaucoup de choses parce que ce gars-là, très probablement, il sert ses propres intérêts et pas celui du peuple. Et ce schéma-là, la bourgeoisie l'applique dans énormément de cas et ça de manière indépendante des faits en général. C'est juste, on arrange les choses pour raconter cette histoire-là. Et cette narrative, elle est bourgeoise parce qu'elle permet de critiquer ceux qui veulent transformer un peu l'économie de marché, mais aussi ceux qui remettent de la politique dans la société. Et ça, forcément, ça sert pas forcément les intérêts de la bourgeoisie qui préfère le statu quo que les libéraux incarnent si bien. Et c'est pour ça en fait que tant d'éditocrates ont sauté sur la passe sans rien vérifier, c'est qu'ils voulaient tellement raconter cette histoire qui affirmait leur idéologie qu'ils n'ont même pas fait un travail de journaliste là-dessus. Ils ont vu l'opportunité, ils l'ont saisi, point barre. Cette narrative, elle se passe de preuves, mais elle préfère la vraisemblance et les arguments d'autorité pour pouvoir se propager et se raconter partout comme un seul homme. Ce qui montre bien que malgré tous les faux semblants, les journalistes et surtout les éditocrates qui passent dans les grandes chaînes et dans les grandes radios, en réalité, malgré eux ou pas, ils défendent une idéologie et ça sous couvert d'impartialité. Donc voilà, c'est à peu près ce que dit cet article du Monde diplomatique et on aura pu s'arrêter là et comme ça on aura été fidèle à l'article, mais on peut aller un peu plus loin dans la critique et surtout dans l'autocritique. Parce qu'on va pas se mentir, cette histoire de narrative, si elle s'applique très bien aux éditocrates, elle s'applique aussi aux militants. Et qu'on soit d'accord, ce qui va suivre après là, c'est juste une petite réflexion personnelle, c'est pas dans l'article du Monde diplomatique, voilà, c'est juste un truc qui m'est propre et si tu veux qu'on en discute par commentaire, ce sera avec plaisir. Cette notion de narrative, elle est liée aussi à l'imaginaire. Ça veut dire ce qu'on croit être possible et surtout ce qu'on est prêt à croire si on nous le dit. Parce qu'en vrai, ça nous arrive très souvent d'accepter quelque chose comme une vérité alors qu'on ne nous a pas fait la démonstration exacte. C'est juste que ça nous paraît cohérent dans notre vision du monde, ce qui fait que on le prend avec le reste. Par exemple, si je vous dis qu'il y a eu un article de Mediapart la semaine dernière qui montre que Bernard Arnault a dîné avec Emmanuel Macron à l'Elysée, là vous serez prêt à me croire. Surtout si je vous mets des trucs comme ça, là ça fait genre argument d'autorité. Alors que cet événement ne s'est jamais
jamais passé. Enfin, l'article de Mediapart, hein, peut-être que Bernard Arnault, on sait jamais, hein, mais en fait, cet article n'a jamais existé, il n'y a pas eu de révélation la semaine dernière, mais on a accepté comme vrai ce qui nous paraissait vraisemblable. Et cette différence entre le vrai et le vraisemblable, très importante quand même, et c'est là le nœud de l'affaire. C'est une même logique qu'on va retrouver de la part de ceux qui, par exemple, pensent que le monde est organisé par la volonté de quelques personnes, et qui vont accepter, même s'il n'y a pas de preuves, même s'il n'y a pas de démonstration, toutes les théories qui appuient cette idée-là, cette narrative-là, et qui vont par contre appliquer un vrai sens critique à toutes les idées qui vont contre cette narrative. En gros, on accepte beaucoup plus facilement ce qui nous conforte dans notre avis, et on est beaucoup plus critique sur ce qui la remet en cause, et ça indépendamment de la vérité, de la réalité, des preuves, des sources, etc., etc. Et c'est exactement de ça dont parle le monde diplomatique avec cet article. C'est que les éditocrates parisiens, ils ont débordé d'imagination et de créativité pour critiquer Morales. Par contre, pour se poser la question de est-ce que l'étude à la base de tout ça était fiable, ben là, t'as plus personne. En fait, la narrative, très concrètement, ça nous permet d'absorber et d'ingérer et de comprendre l'actualité, de la mettre dans un contexte global, sans pour autant remettre ce contexte global en cause à chaque fois en se reposant les grandes questions philosophiques et politiques. Donc c'est très économe en énergie. Par contre, ça peut nous faire dire des grosses bêtises. Et évidemment, ça c'est valable pour ceux qui passent sur France Inter, mais c'est aussi valable pour nous les militants. La question qu'il faut se poser, c'est donc de savoir quelle est notre narrative à nous et sur quoi de tangible elle se base. En fait, c'est une question plus liée à l'idéologie. Donc l'idéologie, c'est pas forcément lié à un parti, hein, mais c'est juste en gros de savoir sur quoi on se base, quel est notre parti pris, quelle est notre méthode et quelles sont nos valeurs. Et être clair sur ce genre de questions, c'est quand même un avantage parce que ça nous permet d'être plus lucide et de pas nous laisser emporter par les courants de la narrative qui peuvent nous emmener dans des endroits qui nous paraissent en surface cohérents juste parce qu'on n'a pas regardé en profondeur. Donc notre objectif à nous, c'est de comprendre le monde pas pour s'appêter et écrire des bouquins dans des bars parisiens, mais plutôt pour transformer le monde très concrètement. Ce qui fait qu'il faut être à peu près sûr de sur quoi on se base pour pouvoir vraiment bien interpréter les événements, pour permettre de lancer des dynamiques, tout ça, faire du militantisme qui soit pas un militantisme aveugle, mais un militantisme conscient. D'où l'importance, voire même l'absolue nécessité d'aller voir ailleurs, d'écouter ce que les autres gens qui ne sont pas d'accord avec nous ont à dire, jusqu'à peut-être même se laisser convaincre lorsque ça en vaut la peine. Faut pas se rester bloqué sur son truc, mais s'ouvrir au maximum. Et forcément, pour ça, Internet, c'est à la fois un précieux et inestimable allié, mais ça peut être aussi un ennemi, mais féroce. Parce que tu le vois bien avec les algorithmes et tout ça, notamment sur YouTube, quand tu cliques sur une vidéo du Canard, tu peux après tomber sur une vidéo du Média ou sur une autre chaîne YouTube qui, globalement, dit à peu près la même chose et partage un même avis. Ce qui fait que très rapidement, tu peux rentrer dans une bulle politique comme ça, mais de la même façon, tu peux aussi choisir de t'abonner et de regarder des vidéos de médias, de chaînes YouTube qui ont un avis totalement différent et ainsi avoir une pluralité réelle dans tes abonnements et dans tes suggestions. Et petit conseil aussi, et je te dis ça parce que avec la chaîne YouTube je vois bien ça, c'est que entre la sélection, le tri, la hiérarchie, l'interprétation des informations, tu as 1000 occasions de faire des trucs qui sont partials. Donc même si tu as l'idée un peu saugrenue de dire je vais faire quelque chose de très impartial, inconsciemment tu arrives toujours avec quelque chose qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre et qui porte une idéologie et qui porte un combat militant. Donc vraiment, n'attends de personne et d'aucune chaîne YouTube de t'apporter une information dite impartiale ou pluraliste. C'est pas vrai, hein. Vaut mieux sélectionner sur plusieurs médias plutôt que d'en choisir qu'un seul. En gros, vaut mieux regarder des médias qui sont honnêtes et qui assument leur parti pris, quitte à en avoir un large éventail plutôt que se concentrer sur une seule qui tenterait d'être objective. Et si on condamne souvent ici à la fois la prétention de la Macronie mais aussi de certains journalistes, même si peut-être que tout ça, ça va ensemble, enfin bref, il est bon aussi de faire l'éloge de notre côté de l'humilité un petit peu. Parce que cette histoire de narrative, on la porte tous. C'est pas parce qu'on est des militants et qu'on critique les journalistes que nous, on tombe pas dans les mêmes travers, parce que ce sont des trucs qui sont très inconscients, qui sont liés à la culture, qui sont liés à l'idéologie, qui sont liés à plein de choses, ce qui fait qu'on ne passe jamais à côté quand on n'en a pas conscience. Parce que rien ne nous empêche, en tant que militants, de faire exactement la même chose que les journalistes et la Macronie, sauf qu'il y a juste le discours qui change. Il y a plein de personnes, c'est juste ça. Et ce qui est un peu dommage, parce que notre vraie différence qu'on devrait affirmer, c'est plutôt à la fois notre humilité contre leurs prétentions, mais aussi notre volonté de transformer le monde contre leur volonté de statu quo. C'est ça notre véritable clivage et ce qui nous différencie de cette élite. Et peut-être que il faut l'affirmer avec un peu plus de force. En gros, vaut mieux être honnête avec soi-même et se dire que ça je le comprends, ça je le comprends pas, et ça peut-être que j'ai un biais là-dessus, plutôt que de faire le beau avec des idées qui sont très radicales, mais qui comportent plein de biais. Voilà. Après ça c'est mon avis, voilà, je te le donne, je le mets sur la table et tu en fais ce que tu veux.
Et c'est presque là-dessus qu'on termine parce qu'un dernier petit mot, tu as Calivision qui a fait une vidéo qui concerne lui le hors-série du monde diplomatique de la dernière fois, qui concerne la dette. C'est une émission qui est longue certes, mais on apprend énormément de choses, donc si tu veux aller un peu plus loin dans le monde diplomatique, je te conseille vraiment cette vidéo. Et c'est là-dessus qu'on termine donc cette première vidéo dans le nouveau local. Voilà. Franchement, ça change tout quand même. Bon, évidemment, tout ça, là, c'est temporaire. Hein. C'est juste qu'on n'a pas du tout fini de déballer. Autour de moi, t'as plein de cartons, de couvertures partout, c'est l'enfer. Mais évidemment, la semaine prochaine, normalement, on devrait avoir des studios qui sont léchés, prêts, terminés, qui devraient être beaucoup plus attirants à l'œil. En tout cas, les vidéos du canard, c'est tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et voilà, de temps en temps le dimanche. On se dit à bientôt, des bisous et à la prochaine.